L'avenir appartient aux énergies renouvelables. Pendant des années, le nucléaire a été présenté comme une technologie du passé. Trop lente, trop risquée, trop chère. Mais en Europe, le discours a changé. En 2026, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, reconnaît finalement le rôle stratégique du nucléaire dans la transition énergétique. The nuclear story, unfortunately, is different, and you described why. While in 1990, 1/3 of Europe's electricity came from nuclear, today it's only close to 15%. This reduction in the share of nuclear was a choice. And in hindsight, it was a strategic mistake for Europe to turn its back on a reliable, affordable source of low-emission power. Alors une question se pose, comment la France, longtemps considérée comme le champion mondial du nucléaire civil, s'est-elle retrouvée progressivement fragilisée sur son propre modèle? Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut revenir 80 années en arrière. Retour en 1945. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la France est exsangue. Le pays doit être reconstruit. Les infrastructures sont détruites, l'industrie est affaiblie, la production énergétique est insuffisante. L'État décide alors de prendre le contrôle du secteur électrique. Le 8 avril 1946, EDF est créé par nationalisation par l'Assemblée nationale. L'objectif est clair, reconstruire un réseau énergétique unifié, stable, capable d'accompagner la modernisation du pays. En parallèle, le général de Gaulle crée dès 1945 le Commissariat à l'énergie atomique, le CEA. Sa mission, développer une filière nucléaire française capable de garantir l'indépendance technologique et énergétique du pays. Durant les années 1950, les premiers réacteurs expérimentaux voient le jour à Marcoule. Puis, en 1957, EDF est officiellement chargé du développement du programme électronucléaire français. Alors à cette époque, la stratégie énergétique française est extrêmement centralisée. L'État décide, EDF construit, le CEA développe la recherche, toute la filière avance dans la même direction. Le premier réacteur de Chinon est lancé à la fin des années 1950. Dans les années 1960, le nucléaire reste encore très marginal, jusqu'au choc pétrolier. En 1973, le prix du pétrole explose après l'embargo de l'OPEP. Pour les dirigeants français, le constat est brutal. La dépendance énergétique devient une vulnérabilité stratégique. Le Premier ministre, Pierre Messmer, lance alors un programme nucléaire d'une ampleur exceptionnelle. Notre grande chance, c'est l'énergie électrique d'origine nucléaire. Nous avons pris la décision de réaliser en 1974 et 1975 le lancement de 13 centrales nucléaires. L'objectif est simple, produire massivement une électricité française, stable et indépendante des hydrocarbures. En quelques décennies, la France construit des dizaines de réacteurs nucléaires. Alors le résultat est spectaculaire. Une électricité parmi les moins carbonées du monde, des prix qui sont longtemps compétitifs et une forte capacité d'exportation électrique. Le nucléaire devient alors un pilier central du modèle industriel français et de l'Europe. Mais ce modèle va progressivement entrer en tension avec les nouvelles orientations énergétiques européennes. À partir des années 2000, l'Union européenne accélère sa politique climatique. L'objectif est double, réduire ses émissions de CO2 et développer massivement les énergies renouvelables. Le problème, c'est que la situation française est particulière. Contrairement à de nombreux pays européens, l'électricité française est déjà largement décarbonée grâce au nucléaire. Résultat, la France dispose de moins de marge de progression facile pour réduire ses émissions dans le secteur électrique. Plusieurs responsables politiques et industriels français estiment alors que certaines politiques européennes favorisent indirectement le renouvelable au détriment du nucléaire. C'est notamment le cas des objectifs qui sont imposés sur la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen. Car techniquement, le réseau français a été conçu autour d'une production centralisée, de grandes centrales nucléaires pilotables qui alimentent l'ensemble du territoire. Alors l'intégration massive d'énergies intermittentes, comme l'éolien ou le solaire, nécessite donc de nouvelles infrastructures, des adaptations du réseau, des capacités de stockage et d'importants investissements. RTE et plusieurs rapports parlementaires estiment que ces transformations coûteront plusieurs dizaines de milliards d'euros dans les prochaines décennies. Et c'est là qu'apparaît une critique récurrente en France. Parce que pourquoi demander à un pays qui est déjà très décarboné de modifier profondément son modèle électrique, alors même
que le nucléaire émet très peu de CO2. D'autant que le nucléaire affiche des émissions de carbone extrêmement faibles sur l'ensemble de son cycle de vie. Environ 6 grammes de CO2 par kWh selon plusieurs études internationales. Alors à titre de comparaison, l'éolien terrestre se situe plutôt aux alentours de 15 grammes, le photovoltaïque va se situer aux alentours de 30 à 45 grammes. Donc pour les défenseurs du nucléaire français, remplacer une production nucléaire existante par certaines formes d'énergie renouvelable peut donc sembler contre-intuitif sur le plan climatique. Mais du côté européen, l'objectif est aussi de diversifier les sources d'énergie et de réduire les dépendances technologiques. Le débat dépasse donc largement la simple question écologique. Il devient industriel, il devient économique et géopolitique. Depuis quelques années, le contexte change à nouveau. La crise énergétique européenne, la guerre en Ukraine, les tensions sur le gaz ont replacé la question de la souveraineté énergétique au centre du débat. L'Union européenne reconnaît désormais officiellement que le nucléaire peut jouer un rôle dans la décarbonation. Mais les tensions persistent. En France, plusieurs responsables considèrent que les règles européennes de concurrence compliquent le financement et la relance de la filière nucléaire. Alors, le projet des futurs EPR2, soutenu massivement par l'État français, fait notamment l'objet de discussions avec Bruxelles concernant les aides publiques et les règles de concurrence. Pour les autorités européennes, il s'agit d'éviter des déséquilibres de marché. Pour les défenseurs du modèle français, cela illustre plutôt les limites d'une politique énergétique partagée entre souveraineté nationale et régulation européenne. Car juridiquement, l'article 194 du traité européen affirme bien que chaque État reste libre de choisir son mix énergétique. Mais dans les faits, les objectifs climatiques, les règles du marché européen et les mécanismes de concurrence influencent fortement les décisions nationales. Et c'est précisément cette contradiction qui alimente aujourd'hui le débat. L'histoire du nucléaire français raconte finalement bien plus qu'une simple question d'électricité. C'est l'histoire d'un choix qui est stratégique, celui d'un État qui avait décidé de miser sur une énergie capable de garantir son indépendance industrielle et énergétique. Pendant des décennies, ce modèle a permis à la France de disposer d'une électricité peu carbonée, une électricité relativement compétitive et largement produite sur son territoire. Mais avec la construction européenne et les transitions énergétiques, ce modèle s'est retrouvé confronté à de nouvelles priorités. Ouverture des marchés, concurrence, développement des énergies renouvelables, harmonisation des politiques climatiques. Aujourd'hui, le nucléaire est donc revenu au centre du débat européen. Mais une question demeure. La France peut-elle encore piloter seule sa stratégie énergétique, dans un marché désormais profondément intégré au niveau européen? Et surtout, est-ce que le nucléaire français représente encore un avantage stratégique pour l'avenir, ou un modèle devenu difficile à maintenir? Et vous en pensez quoi?